Aujourd'hui, nous parlons de se libérer de la solitude du manager. Nous nous sommes rendus compte au cours de cette semaine, en fait, que le manager a énormément de responsabilités au sein de nos équipes et que bien souvent, il peut arriver, en fait, qu'il se sente débordé par toutes ses responsabilités ou qu'il se sente surchargé ou seul face à certaines décisions qu'il faut prendre ou implémenter. Donc, notre première conversation mardi portait sur la question de ce que vos collaborateurs attendent de vous. Et quand nous, on regarde tout ce qu'ils attendent de vous et ce que vous devez faire pour eux, mais aussi pour l'organisation, on se demande s'il est nécessaire pour être manager, en fait, d'avoir de super pouvoirs pour pouvoir tenir ce rôle de façon satisfaisante pour nos équipes, pour nous-mêmes et pour l'organisation. Mais ces êtres supérieurs que nos managers sont également des êtres humains avec tous les besoins et les peurs qui les accompagnent. Donc, l'idée ici, c'est de vous dire en fait que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas à vous sentir seul dans ce rôle. Vous n'avez pas à être seul face aux difficultés que vous rencontrez dans ce rôle. Bien souvent, en tant que manager, nous croyons devoir tout assumer ou nous pensons que nous devons de tout régler, tous les problèmes qui surgissent au quotidien dans notre domaine de responsabilité, aider notre équipe à faire face aux difficultés sans délai, être toujours disponible pour nos collaborateurs, notre manager et parfois nos autres collègues managers, le tout sans demander de l'aide et sans nous fatiguer, sans jamais nous plaindre parce que sinon, cela traduirait le fait que nous sommes incompétents ou que nous ne méritons pas la confiance, la responsabilité qu'on a placée en nous. Et souvent, nous pensons que la différence de salaire entre nous et nos collaborateurs justifie qu'on mette les bouchées doubles et qu'on fasse tout le travail au lieu de chercher du support aussi bien vers eux que vers nos managers. Et donc, si j'en parle, c'est parce que justement, à une certaine époque, moi-même, j'ai fait partie en fait de ces managers qui pensent que comme je suis manager, je dois tout faire. C'est moi qui dois tout faire, je dois tout contrôler, je dois tout vérifier, je suis responsable de tout, je ne dois pas me plaindre, je ne dois pas dire que je n'y arrive pas, je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas, sous prétexte qu'on va dire que je ne suis pas compétent. Et il a fallu qu'à un moment, je m'arrête, que je me rende compte qu'en fait, je me faisais plus de mal que de bien et que j'en faisais tout autant à mon équipe que c'était plus, je vais dire ça comment, c'était plus nocif que bénéfique. Et il a fallu 2 heures de conversation avec mon médecin pour me rendre compte suite à une douleur au bras gauche. Et ça m'inquiétait en fait parce que je me disais, attends, une douleur lancinante au bras gauche qui m'empêche de dormir et de me concentrer, de dormir la nuit et de me concentrer à la journée et qui ne finit pas, c'est à côté du cœur, je peux faire un infarctus comme ça sans faire attention. Donc j'ai vu le médecin et j'ai discuté avec lui, on a échangé et je me suis rendu compte en fait que j'avais une douleur nerveuse due à un épuisement professionnel. Et qu'il fallait que je fasse quelque chose. En échangeant avec lui, je me suis rendu compte en fait que j'avais des peurs que je pouvais traiter chez d'autres personnes, que je pouvais identifier et aider d'autres personnes à surmonter, mais que je n'avais pas fait pour moi-même. Et donc, j'ai commencé justement à travailler dessus et en intégrant des groupes de managers, des groupes de coachs, des masterminds ou des groupes de personnes qui avaient traversé ce genre de situation, j'ai appris à gérer autrement et à me distancier aussi un peu du travail pour mieux
donner une meilleure performance, en fait, sans pour autant m'épuiser moi. Et donc, dans ce travail de manager, en fait, on se rend compte que toutes les peurs en général qu'on a, peur que les autres se rendent compte qu'on n'est pas aussi compétent qu'ils le croyaient, un syndrome d'imposteur, en fait, qui nous donne l'impression que nous devons nous donner à 500% pour que les autres soient convaincus de notre compétence. Nous avons peur de faire ou de laisser passer des erreurs. Un syndrome de perfectionneur, en fait, qui nous fait passer chaque mail au moindre détail, chaque document, chaque base de données, chaque chose avant de pouvoir passer. Peur de faire confiance à ses équipes parce que si on doit assumer la responsabilité de ce qui sort de notre département, nous devons être pleinement sûrs de la qualité de ce qui en sort. Peur de s'opposer à une injustice au travail, fermer les yeux ou accepter une décision hiérarchique que l'on juge injuste, mais on a peur de s'opposer parce que tous les autres managers des autres départements ont fermé leur bouche et personne n'ose parler. Donc, on est là, on vit en conflit de valeurs et on ne sait pas à qui parler. Peur de prendre une position qui va être peut-être qui ne sera ni juste ni légale, donc de nous tromper dans une décision managériale qu'on aurait prise. On a peur de ne plus se reconnaître à force de porter des décisions organisationnelles que l'on désapprouve et qu'on doit justifier pourtant devant nos collaborateurs. Toutes ces peurs prennent racine en général dans la peur de la solitude et de l'abandon, car nos actions peuvent nous amener à être rejetés par les autres, à perdre leur estime, à sortir des rangs et à voir notre vision, notre besoin d'appartenance en fait non satisfait. Et comme la peur de la solitude, le besoin d'appartenance est l'un des besoins primaires de la nature humaine et ils sont interreliés. La satisfaction de l'un va donc faire disparaître l'autre. Donc, par crainte de solitude, on supporte beaucoup de choses et on ne demande pas l'aide dont on a pourtant besoin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans votre relation managériale au travail et de vous dire que vous vous sentez seul? Si ça vous est déjà arrivé, dites juste oui dans le chat, tout simplement. De vous sentir seul face à une décision à prendre, de vous sentir seul face à une décision à implémenter, de vous sentir seul parce que vous avez l'impression que vous n'avez personne à qui parler ou que personne ne vous comprendrait. Pardine dit, Michel aussi, et Estelle. Et c'est parfaitement normal. Et pour comprendre le fait qu'on puisse se sentir seul, alors qu'on est manager et qu'on est tout le temps entouré des gens au quotidien, être sollicité à longueur de temps, il faut déjà comprendre ce que c'est que la solitude professionnelle. C'est toute situation où les salariés éprouvent des difficultés à obtenir une assistance en cas de nécessité. Obtenir une assistance, mais aussi en demander une. Donc, si être seul est un état facilement observable, la solitude s'inscrit dans la durée et elle s'installe. Et cette solitude, en fait, peut être associée à des situations dans lesquelles un individu est détaché du reste de son environnement. Et ça peut avoir aussi bien des effets positifs que des effets négatifs sur la personne. Ça entraîne l'isolement physique, l'isolement relationnel et dans certains cas, des risques psychosociaux. Et donc, il est important, en fait, qu'on prenne souvent le temps, en fait, de nous écouter, de prendre du temps pour nous écouter, pour nous asseoir avec nous-mêmes et nous demander où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec nous-mêmes au travail. J'ai une personne avec qui je travaille
qui est venu me voir en fait pour me demander de l'aider. Il voulait prendre il voulait communiquer avec son équipe une décision que l'organisation avait décidé d'implémenter et il ne savait pas comment le faire. Et donc, cette personne-là, on a discuté. Et en discutant avec cette personne, il s'est avéré que c'était une personne qui avait des valeurs très fortes quand elle est arrivée au sein de l'organisation et qui avait des valeurs, en fait, qui correspondaient avec les valeurs de l'organisation. Et c'est même pour ça que cette personne a choisi de travailler là-bas. Mais en étant au sein de l'organisation, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient au sein de l'organisation, des décisions organisationnelles prises dans le top management que lui, il devait implémenter, mais qui allaient à l'encontre des valeurs même de l'organisation. Et la décision qu'il a amenée chez moi était justement l'une de ces décisions-là qu'il avait du mal à pouvoir justifier auprès de son équipe. Or, il devait le faire. Ce qui lui avait déjà coûté une promotion l'année d'avant parce que justement, il n'avait pas, la hiérarchie avait l'impression qu'il ne supportait pas en fait les décisions organisationnelles. Et donc, bien naïvement, puisque je ne connaissais pas encore tout ce qu'il avait traversé, je lui ai demandé s'il ne pouvait pas parler à son intuition. Il a dit jamais de la vie, il ne peut pas lui parler parce que s'il lui en parle encore, ben, ça va lui coûter sa promotion qu'il espère bien avoir cette année. Ses collaborateurs, bien évidemment, c'est hors de question parce qu'au-delà du fait qu'en tant que manager, il est censé croire aux décisions organisationnelles, mais en fait, s'il en discute avec eux, il leur transmet ses doutes, ce qui engage en fait et fait décroître leur engagement et leur confiance. Ses collègues managers, pourquoi? Non, ils ne pouvaient pas, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas leur faire confiance parce que justement, ils pensaient qu'ils pouvaient aller en parler à l'employeur et que ça ne lui servirait pas. Les RH, non, ils n'étaient pas convaincus que les RH étaient, on va dire ça comment, le terme c'est neutre, oui. Ils n'étaient pas convaincus que les RH étaient neutres. Et puis, ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient vraiment comprendre son dilemme. Les amis, la famille, les partenaires, oh oui, sauf qu'en général, ils se font une tape dans le dos, ils se disent ça va aller, ou ferme ta bouche et prends ton salaire, c'est ça qui te permet de payer les factures, ou encore, je sais que c'est difficile, mais quelle autre solution sauf à toi, il faut juste faire en attendant de trouver autre chose. Ou ferme les yeux et ne t'occupe pas de ça, ce n'est pas l'entreprise de ton père. Bref, ce genre de choses que nos amis et la famille nous disent souvent pour nous consoler et nous permettre de continuer à ramener de l'argent à la maison. Donc, il se sentait seul face à sa situation et ne savait pas Excusez-moi que je trouve le micro ouvert. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est bon. Donc, la solitude des managers, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Sauf qu'en fait, cette réalité-là, elle est liée de façon générale à la peur, comme on l'a vu, à la perte d'alignement. Ça veut dire que mes valeurs ne sont pas alignées aux valeurs de l'organisation ou que mes valeurs sont bien alignées aux valeurs de l'organisation, mais que le top management, en fait, ne respecte pas justement, n'incarne pas les valeurs. Parce que comme on l'a dit, l'organisation, c'est une personne morale. Ce sont les personnes physiques qui lui permettent d'incarner véritablement ses valeurs ou non. Donc, il y a cette question de perte d'alignement où l'on se sent parfois se perdre soi-même, on ne sait plus qui l'on est à force d'implémenter et de supporter, justifier des décisions que l'on désapprouve. Il y a également donc ce sentiment qu'il n'y a personne qui puisse réellement comprendre ce que l'on dit. Donc, ces trois
raisons sont principalement celles qui font souvent que les managers se sentent seuls. Et cette solitude est très coûteuse au regard de ce que l'on n'ose pas dire ou faire, de ce que l'on fait à contre-cœur, de la distance qu'elle crée avec les autres parce qu'on ne peut pas se dévoiler à eux et paraître faible, incompétent, pas à la hauteur, contre les décisions organisationnelles, toujours l'opposant et ce genre, toutes ces qualificatifs qu'on peut recevoir des autres lorsque, par exemple, on s'oppose à une décision. Et ce sentiment de solitude a un coût aussi bien ça peut avoir un coût sur la performance au travail, sur l'engagement, sur notre capacité même à accepter les changements que l'organisation donne. Parce que lorsqu'on se sent déjà isolé, on a l'impression que chaque nouveau changement vient en rajouter en fait dans notre groupe. Ça entraîne un coût également sur notre évolution professionnelle. Parce qu'on peut se retrouver mis au placard tout simplement parce que on ne s'intègre pas bien ou qu'on ne fait pas ce que l'organisation attend de nous en tant que manager parce qu'on a des valeurs ou qu'on attend de l'organisation qu'elle incarne ses propres valeurs. Et c'est pour ça, par exemple, que de nombreux chefs d'organisation, en fait, ont pris le parti de se faire, par exemple, accompagner. Une enquête de Human Asset, en fait, a montré qu'un manager sur deux a l'impression de ne pas être soutenu par sa hiérarchie. Que 3 sur 4 se sentent seuls face à des décisions importantes à prendre ou à communiquer et que près de la moitié des managers qui ont participé à cette étude avouent ne pas avoir les moyens d'assumer leurs responsabilités seuls. Donc, lorsque les managers sont dans les organisations, est-ce qu'on les accompagne suffisamment? Est-ce qu'on les écoute suffisamment? Est-ce que nous-mêmes qui sommes managers, parfois nous sommes managers des managers, quel est le type de management que nous appliquons à nos managers pour nous assurer en fait qu'ils ne se sentent pas seuls. Et donc, je disais, c'est pour ça, par exemple, que certains chefs d'organisation ou certains managers prennent le parti en fait de se faire accompagner par des coachs, de participer à des masterminds avec leurs pairs où ils peuvent discuter, échanger en fait sur les aspects de leur travail que peut-être les autres personnes qui entourent leur vie ne peuvent pas comprendre. Ce qui indique bien qu'il y a une solution à cette question de solitude managériale. Et donc, premièrement, il y a plusieurs démarches qui sont possibles, mais pour se libérer ou prévenir la solitude du manager. La première chose à faire pour nous au quotidien est déjà de comprendre que la solitude en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, la solitude. Ce n'est pas une calamité. Elle fait partie de nous. Et moi, personnellement, je la considère comme une grâce. Donc, les temps passés seuls, les moments où tu te retrouves seul, pour moi, en fait, ce sont des moments bénis. Et donc, je considère qu'il est important de les accueillir, de les embrasser et de les accepter. Même si on est bien entouré et même très bien entouré, il faut savoir qu'on est toujours seul à vivre notre expérience d'être très bien entouré telle que nous la vivons. Personne d'autre ne la partage de la même manière que nous. Et lorsqu'on accepte le fait que l'on est seul, notre besoin de lien et d'appartenance devient un choix que l'on satisfait en construisant des relations authentiques. Nous ne vivons plus une solitude qui nous empêche d'entrer en relation avec les autres, mais une solitude par choix qui nous offre aussi le choix d'entrer en relation avec les autres tout en gardant notre individualité, notre authenticité avec qui nous sommes, nos valeurs intrinsèques. Et l'on peut alors se connecter même à soi-même et aussi se connecter à d'autres personnes. Et dans des situations difficiles, on a toujours nos repères, notre compas intérieur qui nous permet
de ne pas nous perdre et de garder l'interaction avec les autres. Donc, la solitude nous permet de nous trouver nous-mêmes, ça nous permet de nous concentrer, ça nous permet de nous découvrir, de nous redécouvrir et d'apprendre à nous apprécier nous-mêmes. C'est uniquement lorsque nous serons capables d'apprécier, d'être seuls, d'être réellement seuls avec nous-mêmes, que nous pourrons également véritablement nous lier aux autres et réellement apprécier ce qu'ils sont capables de nous apporter en termes de support et de soutien émotionnel. Une fois donc que nous avons posé ce premier principe, nous pouvons aller plus loin et nous dire, OK, maintenant, il se trouve que de toute façon, oui, je sais apprécier mes moments de solitude. Si vous savez les apprécier et que vous savez en tirer le meilleur, les mettre à votre service pour vous développer et vous redécouvrir, c'est une très bonne chose. Mais si vous vous sentez souvent seul, il est d'abord, la première chose importante est déjà de découvrir pourquoi est-ce que vous vous sentez seul. C'est lié à quoi? On a vu 3 principales sources. C'est lié à quoi? Quand vous avez identifié à quoi elle est liée, il faut savoir que lorsqu'elle est liée à la peur, la solitude, la première étape consiste à reconnaître que vous vivez cette peur et donc d'identifier la peur. Il y a énormément de peurs qui peuvent être liées à notre solitude au travail. Ça peut être la peur de ne pas être crédible, de ne pas être légitime, de ne pas être compétent, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne de confiance, de ne pas être rassurant, de ne pas être à notre place, d'avoir échoué là par chance. Bref, sous-entendu, nous avons un syndrome de l'imposteur ou du perfectionneur et qui traduisent tout simplement le besoin d'être accepté, comme on l'a dit, le besoin d'appartenance. Et au lieu de la manifester notre peur telle qu'elle, nous laissons notre ego prendre le dessus et nous faisons tout sauf accepter en fait ce qu'il faut faire. Parfois, nous acceptons encore plus de travail, nous rentrons encore plus tard, nous travaillons le week-end, les jours congés, avec tout le stress additionnel que cela apporte et les risques de commettre les erreurs qui vont avec la fatigue et la peur. Donc, identifions, acceptons que nous avons ce problème, identifions notre peur parce que c'est la condition pour s'en libérer. Peut-être que cela serait plus facile à faire si je vous dis déjà qu'en fait, toutes ces personnes aux yeux desquelles nous essayons souvent de paraître des superwoman ou des superman savent déjà que nous ne le sommes pas. Oui, ils savent que nous ne le sommes pas. Parce que quand nous sommes en réunion et que nous disons, nos collaborateurs voient que nous disons. Quand nous nous interrogeons sur la pertinence, le bien fondé d'une décision qui vient de nous être communiquée et que nous devons recommuniquer à nos staffs, notre hiérarchie voit ces questionnements-là sur notre visage. Donc, nous ne trompons personne, certainement pas nous-mêmes. Donc, une fois que vous avez compris et que vous avez résolu ce problème-là, il est question ensuite de passer en revue nos peurs, une à une, de les lister pour chacune. Et une fois que nous les avons listées, il est question pour nous, en fait, de nous confronter à chacune et de nous dire, OK, quels sont les faits qui légitimisent cette peur, des faits observables, vérifiables et qui prouvent sans aucun doute que cette peur est valide. Si vous doutez de votre légitimité et avez peur d'être débusqué, comme le mériterait l'imposteur que vous pensez être, faites la liste des compétences techniques et humaines, des expériences, des connaissances qui sont requises pour le poste que vous occupez, d'un côté. Et de l'autre côté, vous n'avez qu'à dire si oui ou non vous possédez cette compétence-là. Si vous avez le bagage intellectuel qui justifie que vous avez cette connaissance-là. Regardez les responsabilités concrètes qui sont à assumer sur votre poste que vous avez déjà assumé
et dites-il de manière satisfaisante, de façon concrète, vous avez atteint l'objectif qui était attendu, si vous avez réalisé le travail de manière satisfaisante. Et ensuite, analysez bien, est-ce qu'il y a beaucoup de non? Dans votre analyse-là, est-ce qu'il y a beaucoup de choses où vous ne rentrez pas dans les clous? En général, quand vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu de choses où vous ne rentrez pas dans les clous. Et même s'il y a beaucoup de choses où vous ne rentrez pas dans les clous, vous savez maintenant, vous avez identifié de manière claire ce sur quoi vous devez travailler. Et il est temps pour vous de vous former ou de vous faire accompagner, de vous faire coacher par quelqu'un et de avancer dessus. Donc, faites-le pour chacune des peurs que vous avez identifiées en vous, chacune des peurs qui vous a dites, et confrontez-la à la réalité de votre quotidien au travail et double-checkez chacune de vos listes. Prenez la peine de refaire pour vous assurer que vous êtes resté objectif. Et vu qu'on est en quête d'amélioration continue, vous allez vous développer. Cette démarche de développement va vous permettre de gagner également en confiance. Lorsque votre peur est liée à la perte d'alignement, vous devez, premièrement, comme nous venons de le voir avec Patrick, identifier vos valeurs. Vous devez d'abord être clair avec vos valeurs. Parce que si vous n'êtes pas clair avec vos valeurs, vous ne pouvez pas attendre de l'organisation qu'elle ne vous mette pas dans une situation où vous allez à l'encontre de vos valeurs. Définissez et identifiez vos valeurs de manière claire. Est-ce que c'est la justice, l'honnêteté, l'équité, la droiture, le professionnalisme, l'humanité? Est-ce que c'est le travail bien fait? Est-ce que c'est la transparence? Est-ce que c'est la loyauté? C'est vous-même qui définissez. Est-ce que c'est le fait de gagner beaucoup d'argent? Les valeurs sont individuelles. Vos valeurs, ce sont les vôtres et personne n'a à venir vous juger dessus. Ce sont vos valeurs. Mais une fois que vous avez identifié vos valeurs, prenez également de l'autre côté le temps d'identifier les valeurs organisationnelles et voyez si vos valeurs sont en accord avec les valeurs organisationnelles. Ça, c'est le premier point. Est-ce que mes valeurs coïncident avec les valeurs organisationnelles? Si c'est oui, alors vous êtes dans la bonne organisation. Et il y a peu de chances que vous viviez en conflit en lien avec l'alignement, sauf si le top management ne respecte pas ces valeurs. Mais si c'est non, ça veut dire que vous ne travaillez pas dans la bonne organisation. Et ça peut arriver qu'on se retrouve à travailler dans une organisation qui n'a pas les mêmes valeurs que nous et que ces valeurs soient en contradiction avec les nôtres. Et là, vous n'allez pas attendre de l'organisation qu'elle change ses valeurs à cause de vous. Ça, ce n'est pas possible. Vous pouvez attendre d'une organisation qu'elle respecte ses propres valeurs, mais vous ne pouvez pas attendre d'une organisation qu'elle change ses valeurs pour qu'elles coïncident avec les vôtres. Donc, prenez le temps de faire ce travail et double-checker également cette liste parce que c'est très important. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise, un travail va commencer à se faire dans votre tête parce que vous allez vous dire, OK, il faut que je cherche une nouvelle entreprise dans laquelle travailler, au sein de laquelle travailler pour pouvoir m'épanouir. Donc, il est important également de vous rassurer que ce n'est pas lié juste à un événement isolé qui fait en sorte que vous remettiez tout en question. Soyez au clair avec vous-même sur le fait que ce n'est pas quelque chose de répétitif, mais quelque chose de circonstanciel. Auquel cas, il faut juste avoir un échange avec la personne sur la décision en question ou sur le sujet en question pour le résoudre. Et pensez à dresser un ordre de priorité sur vos valeurs pour savoir celles qui sont négociables et celles qui sont non négociables. Comme ça, quand vous vous engagez à travailler pour une organisation, vous devez vous assurer que vos valeurs non négociables sont des valeurs qui incarnent effectivement cette organisation ou qu'elle défend. Et pour ça, vous devez être vous-même au clair avec vos propres valeurs. Et enfin, lorsque c'est lié
au sentiment de n'avoir personne à qui parler. Cela va bien évidemment nous isoler lorsque nous avons l'impression que personne ne nous comprend. Premièrement, arrêtons de penser que notre problème est unique et que personne ne nous comprendra. Oui, les subtilités peuvent être uniques, mais il existe peu de problèmes que personne d'autre n'a jamais rencontrés sur cette terre. Et la plupart des managers, chefs d'entreprise, entrepreneurs font face à certains problèmes au cours de leur vie professionnelle. Et il peut arriver que la personne en face de toi ait déjà fait face à ce problème et donc qu'elle puisse t'aider à le traverser. Et pour ça, il faut que tu en parles. Si tu restes avec ton problème sous prétexte que personne ne va te comprendre, et bien évidemment, personne ne va te comprendre vu que tu ne l'as pas partagé. Et donc, si vous partagez, vous serez surpris de vous rendre compte que la plupart des managers que vous allez rencontrer, s'ils n'ont pas partagé vos doutes et qu'ils les ont surmontés, donc ils peuvent vous aider à les surmonter, ils partagent actuellement la faute de vos peurs, vos pertes de respect et donc vous pouvez vous soutenir mutuellement. Chacun d'entre nous connaît d'autres managers, donc avec lesquels il peut échanger, partager d'expériences, faire des masterminds si vous voulez, qu'on appelle ça comme ça. Vous pouvez aussi en parler à votre manager. Lui, c'est votre manager qui vous évalue, mais il est également responsable de vos conditions de travail, de votre développement. Il est responsable de s'assurer que vous faites votre travail de la meilleure des façons qui soit. Et donc, si vous ne lui en parlez pas, si vous ne lui dites pas vos responsabilités, comment est-ce qu'il peut vous accompagner? Il ne peut pas vous accompagner si vous ne lui parlez pas de vos difficultés. Comme on l'a dit le premier jour, ne faites pas de suppositions, posez des questions, demandez à votre manager de l'aide, allez lui parler et parlez-en au RH. Le service RH est là pour vous accompagner en tant que manager dans votre rôle. Oui, ils sont payés par l'employeur, mais justement, ils sont payés pour être garants des valeurs organisationnelles, des procédures organisationnelles, de la performance des salariés et de leur bien-être au travail. Donc, vous pouvez aller leur parler et ils peuvent vous accompagner aussi bien dans une démarche de développement que dans des conseils au quotidien. Pour la prise de décision où vous vous sentez seul, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre pour débloquer la réflexion, vous pouvez aussi faire appel à votre équipe. Vous pouvez les engager dans un brainstorming pour bénéficier du pouvoir de l'intelligence collective. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui décident pour vous ou que vous reposez sur eux le pouvoir de décision ou la responsabilité de décision, mais vous partagez avec eux, vous les faites participer à la prise de décision, ce qui les engage un peu plus et fait en sorte qu'ils se sentent solidaires et co-responsables de la décision qui sera implémentée. Donc, il est important que nous pensions à nous ouvrir aux autres. Fred nous disait déjà un mardi que nous avons, en termes de confiance, c'est un engagement personnel et individuel. Donc, nous savons que nous avons besoin de prêcher par l'exemple si nous voulons apporter du changement autour de nous. Si nous voulons vivre dans un environnement de sécurité relationnelle où nous pouvons compter sur les autres, nous exprimer librement de manière assertive, demander de l'aide, il est nécessaire que nous construisions autour de nous cet environnement pour les autres. Pour que l'on nous fasse confiance, nous devons offrir notre confiance. Pour que nous recevions des conseils ou du support, de l'écoute des autres, nous devons offrir aussi cela en retour parce que les autres auront tendance à nous l'offrir aussi. Ne pensons pas d'abord que ce sont les autres qui doivent changer. Demandons-nous ce que nous pouvons faire autrement. Tous les speakers qui sont intervenus cette semaine nous l'ont rappelé. Face à un problème, demandons-nous pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est ainsi, pour aller à la racine du problème et ensuite chercher comment
le résoudre. Se mettre donc en position de victime nous fait perdre du temps, de l'énergie et ne nous aide pas du tout. Donc, maintenant, si vous pensez que vous pouvez bénéficier du support ou de l'accompagnement dont vous avez besoin au sein de votre entreprise, vous avez le choix, que vous ne pouvez pas l'avoir au sein de votre entreprise, vous avez le choix de chercher un mentor, par exemple. Mais n'allez pas voir quelqu'un en lui demandant d'être votre mentor. La plupart du temps, la réponse sera non. Si vous voulez que quelqu'un soit votre mentor, commencez à le fréquenter. Commencez à le fréquenter, posez-lui des questions sans avoir besoin de mettre des étiquettes sur votre relation. Posez-lui des questions, proposez de le soulager de certaines de ses tâches, de l'aider à résoudre certaines problématiques. Et pendant que vous serez en train de résoudre ces problématiques-là, la personne sera dans une position où elle devra vous accompagner, où elle devra vous apporter du support, du conseil. Et naturellement, une relation de mentoring va se construire sans que vous n'ayez à demander ou sans que lui, il n'ait proposé. Il y a beaucoup de personnes avec qui moi je travaille comme ça, là, où on n'a jamais dit que j'étais mentor ou qu'ils étaient mentors, mais on partage cette relation naturellement. Pas besoin d'étiquette. Donc, si vous le voulez, si vous recherchez par contre un professionnel dans une relation formalisée, cela peut être un mentor ou un coach. Vous en avez rencontré plusieurs au cours de ce sommet. Vous pouvez en choisir un ou si vous n'en voulez pas, vous pouvez rencontrer d'autres personnes autour de vous ou sur Internet qui peuvent vous aider. Analysez et voyez les personnes autour de vous sur Internet ou les coachs que vous avez rencontrés cette semaine et décidez quelle est la personne qui sera le mieux placée pour vous aider dans votre problématique, qui pourra vous aider à y voir plus clair, à vous développer. Et s'il n'y a personne, regardez encore bien et analysez votre problématique. Il y aura toujours personne autour de vous, en fait, pour vous aider à le faire. On va s'arrêter là, d'abord, pour prendre des questions ou des observations. Il y a Patrick qui dit, je me reconnais un peu dans un certain type de peur. Dans ce cas, que faire si les valeurs de l'entreprise ne marchent pas avec les valeurs de l'employé? Que fera alors l'employé dans ce cas? Si vous êtes dans une entreprise où vous vous rendez compte que vos valeurs sont contraires aux valeurs de l'entreprise et que ces valeurs sont essentielles à votre épanouissement, moi, je vous conseille de commencer à chercher un autre travail. Je ne vous demande pas de quitter votre travail, mais de commencer à chercher un autre travail. Parce que, a priori et de façon naturelle, une organisation ne va pas changer ses valeurs pour vous. Normalement, quand vous intégrez une organisation et que vous signez un contrat, vous dites lu et approuvé, vous êtes en train de dire que vous avez lu ces valeurs et que vous les acceptez. Par conséquent, vous n'allez pas venir attendre d'elle qu'elle les change pour que vous vous sentiez bien. Donc, c'est à vous de vous adapter aux valeurs organisationnelles. Et si, de façon intrinsèque, elles sont totalement en désaccord avec les vôtres, vous ne vous trouvez pas dans l'environnement au sein duquel vous devez travailler. Songez à chercher un autre travail, mais en même temps, essayez de, pendant que vous êtes encore là, de faire le maximum, en fait, pour construire un environnement épanouissant autour de vous avec les personnes avec qui vous collaborez au quotidien. Ça aussi, c'est votre responsabilité de construire cet environnement-là pour vous-même, mais aussi pour votre équipe. Rose, est-ce que ça répond à ta question? Ok. Il y a Patrick qui dit il y a aussi des managers qui n'acceptent pas facilement d'être abordés pour parler des difficultés. Certains RH sont ouverts, en effet, mais il faudrait un certain climat de confiance pour s'ouvrir aisément. En effet, et pour ça, en fait, il faut construire des relations de confiance avec les gens.
Et c'est pour ça qu'on disait, qu'on a dit toutes ces semaines qu'en fait, quand vous êtes au travail, vous devez créer du lien. Vous devez créer du lien avec les personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Vous devez construire un support social et non pas seulement des relations professionnelles. Parce que oui, vous êtes compétent. C'est certainement pour ça qu'on vous a recruté à ce poste. Mais c'est pas seulement la compétence qui compte quand on est au travail. C'est les personnes avec qui vous vous entendez aussi. C'est le support social, le support émotionnel là dont vous avez besoin en tant qu'être humain pour vous épanouir aussi au sein de l'organisation. Donc, ce n'est pas seulement quand vous aurez un problème que vous allez chercher des personnes qui peuvent vous accompagner, des personnes qui peuvent prendre votre parti ou des personnes qui peuvent vous supporter. C'est dès le premier jour où vous entrez dans une organisation que vous construisez votre cercle social au sein de l'organisation. Ce n'est pas seulement une question de travail quand on est dans une organisation, c'est aussi et surtout une question de relation. Les compétences techniques, c'est top. Les compétences humaines, c'est encore mieux. Je comprends mieux ainsi. Oui, je pense que cela doit être construit dès le premier jour, en effet. Vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, une contribution à apporter. Vous pouvez le faire également sans aucun problème, aussi bien dans le chat que verbalement. Oui, Alvin. Oui, concernant la solitude des managers, je reviens, merci déjà pour les je me retrouve dans certains et il y a d'aucuns que j'ai dû appliquer en fait quand je me suis retrouvée à certains moments dans des situations de solitude. Mais parfois aussi, tu vois, il y a certains managers qui eux-mêmes se plongent dans une solitude qui devient parfois une solitude maladive. Je ne sais pas, tu as parlé tout à l'heure de l'organisation. Parfois, en classe, quelque chose, il y Allô, avait toujours Alvin? un camarade. Oui, allô? Oui, c'était un peu Allô? coupé, je n'ai pas entendu, oui. Ah, ok, je disais, par exemple, comme l'exemple de la salle de classe où parfois dans une salle de classe, il y a toujours un élève qui comprend les choses d'une certaine manière. Parfois, dans le milieu du travail, on a aussi ce genre de manager. Tu vois, un genre de manager qui a force de proposition, mais généralement, ce qu'il propose n'entre pas n'est pas en étroite collaboration avec la valeur de l'organisation ou alors les enjeux. Parfois, ils ne maîtrisent pas très bien les enjeux. Et là, à chaque fois lorsqu'il propose et qu'on n'accepte pas, il se sent du coup lésé. Il a l'impression que son point de vue n'est pas respecté. Je vais prendre peut-être un cas. Tu vois, de quand je travaillais, il y avait tout le temps des problèmes. Les équipes ont des problèmes, surtout en saison pluvieuse. Quand il pleuvait beaucoup, la terre là-bas est argileuse, les embourgements, les équipes qui dormaient sur le terrain. Et tu vois, lorsqu'on essaie on fait souvent des réunions pour essayer de trouver des solutions, mais tu vois, trouver un manager qui, tout pour lui, quand il propose, c'est qu'il faut que l'organisation vous donne la route. Il faut que l'organisation vous donne la route. Mais pourtant, par rapport aux enjeux, en principe, on attend autre chose, mais pas ça. Et tu vois, à un certain moment, à force de le proposer, chaque fois, il tombe dans une solitude maladive au point où il se dit, on ne me comprend jamais, tout ce que je dis, on ne considère pas, on n'aime pas m'écouter, on n'aime pas, alors je suis seule ici, tout le temps, tu vois, du coup, tu tombes dans les plaines, ou parfois toi-même, RH, tu ne parviens pas à l'aider. Parce que quand tu essaies de lui dire non, essaie de te recentrer sur toi-même et d'avoir d'autres enjeux et voir les choses différemment par rapport à la vision que le management a, il te dit non, lui, il reste toujours sur la route qu'il faut goudronner. Tu vois, et du coup, parfois, ça prend de l'ampleur au point où tu ne sais même plus comment aider le salarié. C'est soit il va tomber malade ou s'il trouve peut-être mieux ailleurs, changer d'environnement. Mais parfois, il se retrouve aussi à changer plusieurs environnements sans jamais trouver de solution. Parce que le problème, en fait, est en lui. Absolument. Merci beaucoup, Alvin, pour la contribution. En effet, c'est pour ça que je disais qu'il est important que la personne soit au clair avec ses propres valeurs et qu'elle sache qu'il y a des choses qu'elle peut demander qui coïncident avec le mandat de l'organisation, avec les valeurs de l'organisation et d'autres qu'elle ne peut pas demander parce que l'organisation n'a jamais dit qu'elle ferait ça, qu'elle fera ça. Non, ça ne rentre pas dans son mandat, ça ne rentre pas dans ses valeurs, elle ne va pas faire ça. Donc, si c'est un conflit que tu as entre toi-même et l'entreprise, l'entreprise ne va pas s'adapter à toi. Ça, c'est déjà un fait.
Et puis, tu ne peux pas demander à une entreprise, comme dans ton exemple, de goudronner une route. Ce n'est pas à l'entreprise de goudronner la route, ça, c'est le travail du gouvernement. Donc, c'est même que la personne, en fait, demande à l'organisation de sortir de son mandat pour faire des choses qui vont lui permettre, lui, de vivre une meilleure situation de travail. Alors que justement, quand elle a accepté ce poste, elle savait déjà qu'elle va faire des allers et retours quotidiens sur une route non bitumée. C'est un peu comme ça, en fait, que nous agissons souvent avec les organisations. On nous propose un travail, on nous dit exactement tout ce qu'il y a à faire et comment l'organisation fonctionne. Vu qu'on cherche le travail, on dit oui, on accepte, on vient s'asseoir. Et dès qu'on fait un mois, on prend notre premier salaire. Deuxième mois, on commence à se plaindre. Ça ne correspond pas à ce que nous voulons. Est-ce que ça correspond à ce qu'on t'a demandé, qu'on t'a dit au début? Oui. Alors, c'est toi qui as fait un mauvais choix. C'est toi qui as fait un mauvais discernement en acceptant la proposition qui t'a été faite. Merci beaucoup pour la contribution. Quelqu'un d'autre? OK. S'il y a personne d'autre, on va avancer vers la fin de notre présentation. Et déjà, vous remercier pour votre participation assidue à ce sommet. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui voudraient en apprendre un peu plus sur le management et ce que moi je fais à propos du management, il y a ce livre que j'ai écrit et qui a déjà 8 personnes qui ont gagné depuis le début de la semaine. Manager performant et descendu, parce que c'est ça ma vision du management, qui peuvent se le procurer. Actuellement, il est uniquement sur un e-book sur Amazon, bientôt en livre physique, n'est pas encore disponible. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer, qui ont un compte Amazon ou qui désirent en créer un, vous pouvez vous le procurer ici. Et surtout ceux qui n'ont pas gagné durant cette semaine. Avec ce livre, à côté de ce livre, en fait, j'ai conçu pour mes clients, les personnes avec qui je travaille, en fait, un programme que j'ai appelé Système Manager Performant et Détendu. C'est un programme de coaching aussi bien individuel qu'en groupe pour les managers et il suit en fait le chemin que propose le livre. C'est un programme en 3 parties. Toi en tant que manager, toi en tant qu'individu, toi en tant que manager, ensuite ton équipe et enfin travailler à l'atteinte des résultats. Donc, ceux qui sont intéressés pour échanger plus en avant sur ce que propose ce programme, ou sur ce que propose ce programme, que ce soit en individuel ou en collectif, peuvent prendre rendez-vous ici et nous en discuterons si nous trouvons en fait que nous pouvons travailler ensemble. On peut faire un entretien et à la fin, on se rend compte que non, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, ça ne vous engage en rien. C'est juste un entretien d'éligibilité. Et pour le cas spécial de cet événement, toutes les personnes qui prendraient un rendez-vous, je n'ai pas dit acheter, avant, dans les 48 heures, et qui, à la fin de notre entretien, accepterait que l'on travaille ensemble, eh bien, ces personnes-là bénéficieraient d'une réduction de 50% lors de notre coaching. Ce sont des coachings de 3 mois, qu'ils soient en individuel ou en groupe. En groupe, ils vous offrent l'avantage de pouvoir travailler avec d'autres personnes, de bénéficier du support d'autres personnes, d'une intelligence collective et de l'avis des pairs managers comme vous. Donc, voilà ce que j'avais à vous proposer. S'il y a des questions sur cela, vous pouvez les poser.
Oui, je peux intervenir un tout petit peu. Parfait. Hello, oui, vraiment, je voulais surtout vraiment dire merci parce que l'entretien et l'intervention étaient vraiment riches. J'ai vraiment apprécié toutes les contributions et je voulais vraiment dire merci pour ce super sommet. Et je passe la parole à tous ceux qui voudraient poser maintenant des questions sur ce livre, Management performant et détendu, et même le programme de coaching, parce que je suis sûre, sans nul doute, que ça va être juste super pour ceux qui pourront en tout cas en profiter. Bravo, Marie-Claire. Merci beaucoup. Oui, Azine. Oui, MC, s'il te plaît, je n'ai pas très bien compris le programme de coaching. Je ne sais pas si tu peux reprendre, parce que là, je ne sais pas si c'est du genre, il y a un groupe où tout le monde peut intégrer et puis avec moyennant une somme mensuelle et tout. Je n'ai pas très bien compris, s'il te plaît. Je sais pas si tu... Le programme de coaching, en fait, est payant. Et comme je l'ai dit, les personnes qui prendraient rendez-vous dans les 48 heures bénéficieraient d'une réduction de 50%. Ce n'est pas dit les personnes qui paieraient, c'est les personnes qui prendraient rendez-vous. Dans les 48 heures, bénéficieraient d'une réduction de 50%. Le programme, comme je l'ai dit, est de 3 mois et 3 parties. Bien sûr, la première partie, en fait, on travaille sur vous en 4 semaines. Bâtissez votre identité managériale. Donnez-vous le droit de vous tromper. Pensez et parlez-vous positivement et apprendre à se célébrer soi-même. Ça, c'est pour construire un mindset de manager. Deuxième partie, vous allez travailler sur votre équipe. Vous allez travailler sur comment réussir vos recrutements, créer une connexion sur le plan personnel et humain avec vos collaborateurs, rassembler votre équipe autour des team building, développer une présence positive et efficace auprès de votre équipe. Ça, c'est un programme qui vous permet en fait de construire une équipe collaborative performante qui épouse les valeurs organisationnelles. Troisième partie, vous allez en 4 semaines toujours apprendre à définir une stratégie organisationnelle ou d'équipe et planifier l'atteinte des objectifs en équipe. Optimiser et développer les compétences de vos collaborateurs. Comment est-ce que vous le faites? Comment vous procédez en fonction de chaque collaborateur? Vous allez apprendre également ensemble comment mettre en œuvre les objectifs que vous auriez définis dans votre stratégie. Et en dernière position, l'art de l'appréciation des performances et des compétences. C'est les 12 chapitres que comporte le livre. Ceux qui veulent le faire eux-mêmes, ils peuvent juste acheter le livre et le pratiquer tout seul. Ceux qui veulent être accompagnés recevront le livre lorsque le programme de coaching va commencer. Le programme est censé commencer le 1er mars et finir le 31 mai. Je ne sais pas si ça répond à cette question, Aldine. Oui, ok. Merci beaucoup. Merci. Oui, une soirée dédicace en vue, mais cette soirée dédicace sera faite certainement en juin, parce que là, ça doit se tourner au Burkina d'ici quelques jours. Bravo, MC. Bravo, Merci bravo, beaucoup. bravo. J'étais très intéressée par vraiment ces 5 jours. Vraiment, merci beaucoup. Et vraiment, dédicace mon livre, s'il te plaît. J'ai besoin de voir ta main dessus. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très intéressant. Tous j'ai pris le temps de gagné le livre. Tous qui ont gagné le livre recevront d'abord une version électronique. Et comme je l'ai dit, ceux qui sont au Cameroun recevront une version physique. Et il y a Greg qui a demandé spécialement à en avoir une aussi. Lui aussi la recevra, mais premièrement, vous recevrez d'abord les versions électroniques. Et aujourd'hui, vu que nous sommes en train de clôturer notre session, les 2 personnes qui ont gagné sur la dernière session sont justement Alvin et il y avait une personne qui venait là. Il y avait Alvin et Yaya.
Donc, voilà. Alvin et Yaya pour les deux dernières versions qu'il y avait à gagner aujourd'hui. Pour être sûr que je ne me trompe pas en vous recherchant dans la base de données mail, ce que je vous propose, c'est tout simplement de m'envoyer un message sur LinkedIn afin que moi, je puisse que vous me passiez votre mail directement et que je vous l'envoie. Parce que quand je vois Boubakari, je crois que c'était ça. Bakayoko Yaya, c'était ça. C'est toi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Alvin, tu as toujours la main levée. Oui, oui. En fait, c'est vrai que c'était avant qu'on ne se lève. Merci déjà. Oulouloulou. En fait, je lève la main pas pour une question, mais déjà pour te remercier. Sincèrement, merci beaucoup et déjà aussi te féliciter. Parce que je pense qu'avant, quand tu avais encore les idées de ce projet, on en avait échangé quelques moments. Et je suis fière de voir que tu n'as pas arrêté de travailler, en fait, et très fière du sommet. Et vivement que l'année prochaine, on ait un autre sommet avec d'autres thèmes qu'on n'a pas pu débattre, particulièrement la motivation qui m'a intéressée aujourd'hui. Donc, vraiment beaucoup de courage et que ça ne s'arrête pas, quoi. Merci beaucoup, Alvin. Bah, on a dit que c'était la première édition, donc l'année prochaine, on se propose d'en organiser encore un autre. Et vu que vous êtes déjà dans la base de données, vous recevrez certainement un mail qui va vous demander de suggérer des thèmes que vous voudrez bien voir abordés durant le sommet et qui vous intéresseraient. Et on partira de là, en fait, pour construire les programmes des autres sommets, pour que nous puissions parler des choses qui vous intéressent et non seulement des choses qui nous intéressent, nous, pour qu'on pense qui vous serait utile. Merci beaucoup, Rose. C'était un plaisir de vous avoir tous avec, sur ce call et je serais heureuse de continuer à échanger avec vous, que ce soit par mail ou sur LinkedIn ou tous les autres réseaux où nous sommes en contact. Ce serait un plaisir pour moi de suivre votre évolution et comment vous mettez en œuvre tout ce qu'on a partagé au cours de cette semaine.